Chapitre 28. Tu dois canaliser ta volonté, Lupin. Imagine que tu es un bouchon accroché à un fil. Pense que l'océan qui t'entoure est ton étang privé et que tu flottes sur la barque de ta conscience. Lupin aurait aimé avoir l'esprit de la pêche en lui, mais il ne trouvait définitivement rien. Il était assis en tailleur face à la mer depuis la veille au soir à méditer pour atteindre la truite garou qui sommeillait en lui. Lorsqu'il fermait les yeux, le visage de Célène s'imposait à lui. Elle était en vie. Elle avait cherché à entrer en contact avec lui. Il n'avait pas pu lui parler directement, et maintenant, la liaison était rompue, ce que la stupide Pierre Ponce ne parvenait pas à expliquer. Seul lui restait un point de rendez-vous de l'autre côté du manteau terrestre. Il allait devoir trouver le second tourbillon, replonger dedans, survivre à nouveau, puis découvrir comment aller à la grande pyramide en terre de Cham, sur un continent qu'il ne connaissait pas, et il n'arrivait toujours pas à maîtriser cette force dévastante. Oh, Kono! Tu ne te concentres pas assez! T'auras aucune chance à la prochaine pleine lune! Et là, il y en a 3 au-dessus de nos trognes! Ça va finir par arriver et il n'est pas question que t'exploses tout mon chantier naval comme un gros bourrin! Pas le choix! On change de technique! Tiens! Qu'est-ce que c'est? Dans la noix de coco se trouvait une pâte grasse, à l'odeur suspecte. C'est de la crème de protection lunaire! Me suis rappelé d'une recette. Tu t'en mets le soir sur toutes les parties du corps qui dépassent à l'air libre. Et tu me fais le plaisir de ne pas regarder la lune dans les yeux, Boudiou. Je ne peux pas t'en coller sur la cornée non plus. Maintenant, on retourne bosser sur le chantier. Le bateau va pas se faire tout seul. Ils y revinrent au pas de course. Lupin n'avait jamais assemblé la moindre embarcation auparavant, mais, pêcheur, connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur la construction navale. Et par chance, les lieux regorgeaient des matériaux nécessaires. Ils trouvaient tout ce qu'il leur manquait sur les rives. Cette petite île était le dépotoir des océans de cette planète. À croire que tous les bateaux naufragés finissaient leur vie ici. Lupin était l'exécutant de pêcheur, un outil à part entière. Il accomplissait toutes les tâches ingrates que ce dernier lui confiait. Certaines choses, toutefois, lui paraissaient étranges. Le choix de l'emplacement du chantier l'intriguait. Il l'avait installé sur le point culminant de l'île, à plus de 500 pas du rivage. La forme du bateau aussi piquait sa curiosité. Ils avaient déjà constitué l'armature. C'était un genre de cylindre avec une proue pointue, une poupe plate et au moins 4 quilles proéminentes et bizarrement effilées. D'une part, Lupin ne saisissait pas où se trouverait le pont en définitive. D'autre part, pourquoi diable le fabriquait-il l'avant pointé vers le ciel et non posé sur la coque? Suite à plusieurs questions à pêcheur dont il n'avait compris aucune des explications, Lupin s'était résolu. Il faisait ce qu'on lui demandait sans réfléchir. Après tout, il n'y connaissait rien en construction navale. Heureusement que Pêcheur était avec lui sur cette île perdue au milieu de l'océan extérieur. Sans le vieil homme et tout son savoir, Lupin aurait au mieux été capable de fabriquer un radeau en l'état actuel de ses compétences. Stena et le prof avaient franchi le mur aux premières lueurs de l'aube, dans un paysage de piémont, ponctué de petits bosquets et d'immenses roches. Ils se rendaient au sommet d'un des pics. Ils s'étendaient devant eux et les séparaient de leur destination. Ils pouvaient y être en 1 heure à peine s'ils forçaient suffisamment la marche. Mais au bout de quelques lieues, ils eurent leur premier contact avec la multitude innombrable. Un grand singe blanc, aux longs poils et aux yeux vitreux, sortit d'un petit bosquet et surgit à leur rencontre. « Région interdite !» annonça-t-il. Sa voix était sépulcrale. À en juger par la partie gauche de son abdomen, où des côtes putréfiées saillaient, ils avaient affaire à un trépassé. « Nous ne faisons que nous rendre dans ces montagnes, » dit le prof. « Nous repartirons immédiatement après avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher. » « Retournez sur vos pas, c'est chez moi, ici. » La créature attendit stoïque. « Nous voulons juste... » commença le prof. « Dernier avertissement. » Stena sentit le regard de l'ours Nandi. « Je suppose qu'on n'a pas le choix, » dit-elle sans fatalisme. Il envoya un violent revers au mort qui s'envola dans les airs et atterrit à quelques dizaines de pas de là. Le prof se saisit alors de son amie Gorgone par les épaules en veillant à rester bien caché derrière elle, à l'abri de sa vue. À peine le Yéti eut-il touché le sol qu'une centaine de créatures décédées de toutes espèces convergèrent en courant vers eux de derrière tous les obstacles du paysage. La multitude innombrable émergeait. Cette petite centaine de morts-vivants ne constituait qu'une infime fraction de cette entité. Elle était en réalité composée d'un nombre incalculable de cadavres, tous animés d'un même esprit et qui défendaient farouchement ce territoire. Mourir en ces lieux signifiait
finir absorbé par elle, devenir partie intégrante de la multitude innombrable, ne plus pouvoir s'en échapper. Le prof enleva le bandeau de Stena. Les créatures visibles et la totalité du paysage végétal furent changés en pierre. Immédiatement, de nouveaux morts-vivants, sortant de partout, les remplacèrent en les enjambant. L'instant d'après, ils se retrouvaient à leur tour transformés sous le pétrifiant regard de Stena. D'autres créatures arrivèrent par les airs. Il y en eut même quelques-unes pour jaillir de terre, tout près d'eux. Celles-là inquiétaient tout particulièrement le prof, mais elles ne furent pas nombreuses. Le sol pré-montagneux du coin devait être encombré et freiner leur progression. Ils avancèrent ainsi pendant de longues minutes en pétrifiant des milliers, peut-être des dizaines de milliers de créatures mortes. À aucun moment, les assauts ne décrurent. Combien de morts vivants composaient la multitude innombrable? Nul ne le savait, mais son nom était sans équivoque. Depuis l'ensemble de la région interdite, la multitude innombrable était en train de converger, guidée par son esprit commun et un but: arrêter les deux intrus qui perturbaient la quiétude de son havre de paix. Lorsque des statues de pierre gênaient leur avancée, le prof aménageait un passage avec sa force herculéenne, dégageant le chemin à grand renfort de coups de patte. Stena effectuait le gros du travail avec son foudroyant regard. Sans elle, le prof aurait été submergé par le nombre. Ils affrontaient une armée. Le prof et Stena laissèrent derrière eux comme une route bornée de créatures statufiées, faisant fi de toute discrétion. Depuis la muraille, leur expédition se voyait à des lieues à la ronde. Elle marquait irrémédiablement le paysage sur une large zone. Des arbres jusqu'aux brins d'herbe. Tout était figé. Atteindre l'entrée de la cité des nains d'Asia leur prit tout de même 3 heures, temps pendant lequel les assauts ne cessèrent pas un seul instant. Les dernières lieues furent les plus difficiles, car le relief s'escarpa et la multitude jaillissait de toutes parts, souvent par surprise. Là, ce furent les réflexes et la force terrifiante du prof qui sauvèrent Stena à plusieurs reprises. La multitude suivait comme unique stratégie de submerger ces deux intrus. Elle ne s'adaptait pas encore au fait qu'elle affrontait des créatures hors normes. Arrivés à l'entrée de la cité des nains, aménagée dans un à-pic, ils scellèrent la porte avec un monceau de cadavres pétrifiés. Ils entendaient toutefois toujours la multitude grouiller au-delà de cette barrière. Ils soufflèrent. « Ton pouvoir s'épuise ?» Normalement, il ne doit pas. Stena se massait la tempe. « Ça va aller ?» demanda le prof inquiet. C'est rien. Juste une petite migraine. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ouvert les yeux en plein jour si longuement. Je pense que le problème vient seulement de là. Heureusement que ce relais se trouve en périphérie de la région interdite, et non en plein milieu. On ne s'en serait pas sorti sinon. En tout cas, Gunshi avait raison, dit le prof en se retournant. Il montra un tunnel ne débouchant sur rien. À son entrée, une arche se dressait et les glyphes de réglage semblaient encore en bon état. Un léger crépitement dans l'air indiquait qu'une magie tellurique confluait toujours en ce lieu. À chacun de ses pieds, si de part et d'autre de cette arche, gisaient 2 statues de nains brisés et envahis de lichens. Pour quiconque, le tunnel aurait paru un percement abandonné en cours d'ouvrage. Stena remit son bandeau sur ses yeux et montra un autre couloir beaucoup plus grand et gravé d'une multitude de mots. En s'approchant, les mystérieuses inscriptions se révélèrent être des insultes par milliers. Par ici, la cité naine s'étend sous ce pic sur des lieues de profondeur. La créature que l'on cherche et qui est censée détenir la relique se trouve... Laisse-moi deviner. Au point le plus bas ? Non, au point le plus haut, dans une vaste salle creusée sous le sommet de la montagne. Ah, Stena, tu es sûr qu'on ne risque rien avec le dragon ? Mais non, je m'en suis déjà chargé une fois par le passé. Comme je l'ai déjà dit, c'est moi qui l'ai statufié. Et puis ce n'est pas un dragon, c'est un simple pigeon. Un pigeon ? L'archange n'avait-il pas parlé d'un dragon à 9 têtes lorsque vous l'avez rencontré ? Gunshi m'a même montré les textes qui évoquent la créature et les calligraphies dévoilaient une bête colossale. Je te l'ai déjà dit, c'est de la propagande. C'est un truc qui a eu lieu il y a 3 siècles. Tu penses bien que l'histoire s'est embellie ? C'était juste un pigeon que les nains élevaient dans leur cité. Assez gros, ceci dit. Gros comment ? Dans les 20 à 30 pieds de haut, dans mes souvenirs. Belle bête !
Eh bien, on lui réglera son compte avec une lame. Le plus gênant, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'il crachait du feu. Mais ne t'inquiète pas, je le pétrifierai vite fait comme par le passé. Aucun danger. Stena, il ne faut surtout pas créer un paradoxe temporel en le tuant avant que ton autre toi l'ait fait. Ah bon? Zut. Elle ne semblait pas ennuyée. On va devoir laisser parler notre inventivité alors. Improvisons. Aucune fantaisie n'était audible dans son constat. À l'extérieur, la multitude innombrable, aussi éternelle que patiente, se regroupait. Sa stratégie de débordement avait échoué parce qu'elle était trop dispersée. Peu lui importait. Cette petite intrusion avait été responsable de la perte de quelques dizaines de milliers d'elle-même. Elle comptait sur plus de 900 000 créatures connectées entre elles, toutes en train de converger dans cette partie de son territoire que nul n'avait le droit de fouler. Les deux visiteurs n'avaient pas employé le mot magique. Quand on rassemble 900 000 âmes anciennes, dont un bon nombre attachant de l'importance aux règles de politesse, on apprécie de ces visiteurs un minimum de correction. Les deux visiteurs n'avaient pas employé le mot magique. Quand on rassemble 900 000 âmes anciennes dans un bon nombre... attachant de l'importance... Ah, c'est le dent. Quand on rassemble 900 000 âmes anciennes, dont un bon nombre attachant de l'importance aux règles de politesse, on apprécie de ces visiteurs un minimum de correction. Truite. Ok. Ok. Fin de truite.